Eh bien, bonjour à tous. C'est avec joie et immense fierté que je vous annonce Non. et que je vous tourne le tout nouvel épisode de l'exposé NWA TNA, le podcast, l'épisode 13. 13, le nombre de la malchance. Est-ce qu'on part de nouveau vers un nouveau fail qui nous a coûté 1 an de longévité, 1 an sans exposé, 1 an sans podcast? Non à se masturber. Quelle tristesse ce fut pour nous, quelle tristesse ce fut pour vous, mais aujourd'hui on est de retour. Et vous l'avez peut-être vu avec l'épisode de la semaine dernière, épisode 12, qui était tourné il y a 1 an, donc on n'a pas parlé du retour comme je le fais maintenant. Mais on est de retour, plus fort que jamais, sans fail à l'horizon, avec du meilleur matos, juste un nouvel enregistreur, pour un épisode 13, riche en rebondissements, Riche en devant dépression. NWA, TNA, au meilleur booking, meilleur que Triple H. Ça, par exemple, je l'aurais pas dit il y a 1 an. Donc, heureusement qu'on est maintenant. Il est à l'heure où je vous parle, le 22 décembre. Mais quand vous regarderez cet épisode, il sera probablement le 29, si mes calculs sont bons. En tout cas, je vais bien, et c'est avec joie que je vous présente ce tout nouvel épisode de l'exposé. Bonsoir, bonjour, bonne année Q-Fox. Bien, quelle présentation, que des émotions. Après plusieurs néfastes rebondissements, plusieurs obstacles sur notre chemin, nous sommes enfin Al de retour. Et c'est beau, j'en ai la larme à l'œil. Voilà, alors oui, bon, vous êtes en train de nous dire, bah attendez, vous avez sorti une vidéo, bande de gros cons. Mais il faut savoir que c'est le premier tournage qu'on fait de NWTN depuis exactement 1 an, donc on est quand même assez ému parce que c'était quand même notre série un peu phare, on s'amusait quand même pas mal dessus. Et du coup, ben voilà, ça nous fait un petit truc quand même de se relancer dans l'aventure tout à coup. Je ne sais pas toi. Non, moi ça me rend heureux, j'avoue que j'ai le sourire en disant ces mots. Donc Le franchement, sourire jusqu'au pec. exactement, exactement. Franchement, je vois le programme du show que j'ai vu, et rien qu'à dire le programme, je suis heureux de revenir, quoi. J'ai un peu, Envie de le défoncer. un peu de nostalgie 1 an après, euh, en voyant les noms comme Sonny Siaki, qui va affronter dans l'opener Amazing Red. J'ai de la nostalgie en Incroyable voyant rouge. que AJ Styles va affronter Loki en 2 out of 3 falls pour devenir #1 contender au X-Division Championship, qui est ce soir, enfin, à l'heure du show, mis en jeu dans un Lumberjack match entre Jerry Lynn et Ron Killings. Quand je vois des noms comme Scott Hall et Six Pack pour affronter des noms comme Brian Lawler et Alex Keeper, je suis heureux quand je vois que James Storm et Chris Harris, les nouveaux champions par équipe, défendent leur titre contre Prime Time, Brian Lee et Ron Harris en tables match. Et finalement, quand je vois qu'un main event d'une envergure telle qu'un Jeff Jarrett contre BG James a lieu, eh bien je ne peux qu'être heureux de revenir dans un épisode de cet exposé. Effectivement. Comme Alors on peut vouloir se jeter par la fenêtre. sans plus tarder, sans retarder l'échéance, l'épisode 14 des Nouvelles TNA s'ouvre dans les coulisses, directement, avec Jerry Lynn et son challenger, Sonny Siaki, parce que oui, il y a un match pour déterminer le premier challenger, mais Sonny Siaki est challenger également. Bref, c'est du booking, qu'il soit mal ou bien fait. En tout cas, Lynn et Siaki se bagarrent, ils s'envoient dans les différents murs, entrecoupés de droite, voilà, c'est une bagarre acharnée. Sauf que bon, Lynn, il l'écrase avec un tableau qui traîne là, et la sécu finit par les séparer. Quel début violent. Le bâtard, il a fracassé Mona Lisa. Alors, pour rappel, Son Siaki qui est en train de continuer, de poursuivre son heel turn. euh, en fait, la semaine dernière, enfin la semaine dernière à l'époque, il y avait eu Jerry Lynn contre Ron Killings pour le titre NWA mondial de Killings. Sauf que
Sonny Siaki, avant le match, avait dit à la X-Division, il faut qu'on aille aider notre champion. C'est nous, la X-Division, on est unis, on va tous aller l'aider. Parce que Jerry Lynn galérait, il saignait, etc. Donc la X-Division débarque en Lumberjack pour soutenir Jerry Lynn. Sauf qu'au moment où il est sur la troisième corde, Sonny Siaki, petit con, le pousse et l'envoie s'écraser Roubignol première sur la troisième corde. Ce qui fait gagner Ron Killings. Et c'est pour ça que Siaki et Lynn, ils sont en bif. Alors j'ai peut-être dit que c'était son challenger, j'en suis plus si sûr, ça fait longtemps. Mais voilà, c'était un petit rappel de leur rivalité naissante. Veux-tu dire quelque chose avant que je passe au match? Voilà, on peut dire que Jerry Lynn a mis un carton jaune comme cynique. Voilà, c'est les émotions. Très belle remise en surface par rapport à ce qui s'est passé entre Jerry Lynn et Sonesiaki. Et bon, du coup, voilà, ça tease peut-être ce qui peut se passer encore plus ce soir, vu quand même que les deux, on rappelle, ont un match chacun. Mais du coup, on peut passer directement à la suite. Transition toute faite, car Sonny Siaki est en action avec un nouveau pantalon noir qui évidemment s'éloigne des tenues blanches des Flying Elvises, l'équipe avec laquelle il est plus ou moins en bif, qui était son ancien clan, composé de Jimmy Yang et Rore Estrada qu'on retrouvera plus tard dans l'épisode. Et là, il affronte dans cet opener Amazing Red, qu'on connaît comme une légende, mais à cette période-là qui est encore très timide. Euh, les rôles n'ont pas changé. Je vais laisser mon partenaire parler des matchs. Et Je te oui, laisse la et parole. oui, effectivement. Et oui, directement, l'incroyable rouge saute sur Sonesiaki en Top Gun Hilo. Voilà, donc il ne laisse pas le temps au match de, de se commencer normalement. Il va d'abord enchaîner en se mettant sur l'épreuve avec un Shooting Star Press. Et du coup, Red va concrètement un petit avantage dès ce début de match, mais directement, Sonisiaki, en remontant sur le ring, va mettre quelques coups, mais Red va continuer à avoir avantage, sauf que Red va se faire avoir en voulant trop jouer sur sa vitesse avec un pop-up cutter de Sonisiaki, simplement 2. Red arrive cependant à quand même avoir l'avantage, malgré un move qui aurait largement pu finir le match en 2 secondes. Il va tenter plusieurs flips avec ses kicks et tout ça, mais il va se faire enchaîner du grosse lariat par Sonesiaki, qui va lui faire un gros tour sur lui-même, comme si c'était la Lune et la Terre qui se tournent entre elles, on sait pas. Du coup, Sony va vendre le poignet. Ça va pas être très important tout le match, mais c'est un truc qui va souvent se passer dans ce match. Red va deux, trois fois faire un move dessus, ça va pas être très flagrant. On appelle du selling un peu inutile, comme on dit. Bon, du coup, Solisaki, grâce à ça, va peut-être réussir à un peu plus reprendre l'avantage. Du coup, cogner Red contre le poteau. Et il va du coup dominer quelque temps Red sur le ring. Alors, El Destino de Amazing Ring pour contrer un sort de Power Slam de Sonisaki. Simplement 2. Red se prépare à courir vers Sonisaki. Sauf que, attention, ils sont très proches des cordes et back body drop de Sonisiaki qui va projeter Red à l'extérieur du ring très violemment, dont le premier. Et ça va être un peu le cut-off pour mener complètement la hit de Sonisiaki qui galérait quand même un peu avant la hit du match. Et du coup, on est parti, on est y part pour la hit, le fameux moment où on dort un peu. Snakeass contre les barricades. Sony reprend le dessus à l'extérieur et va ramener Red sur le ring. Et d'ailleurs, avant ça, on peut constater qu'un homme, et ce n'est pas le gars déguisé en Superman dans le public, mais un homme, Mortimer Plumtree, qu'on voyait souvent à une certaine époque avec les John Jones, je crois, si je ne dis pas de conneries. C'est Et possible. Mais ouais, j'avoue c'est possible. que Et il est au loin et prend des notes, voilà, de l'action. On dirait un peu nous finalement. Corner Billy to Billy Overhead de Sony contre le Turnbuckle, simplement 2. Et du coup, Saki continue encore sa petite domination. Voilà, la hit, voilà, alors je sais, on devient heal, tout ça. Par contre, un Berrug, s'il te plaît, Sonisiaki, calme-toi. On n'est pas là pour subir ça. Là, sur le coup, j'étais en mode, attends, mais pourquoi il est chiant comme ça, là arrête. On va avoir un peu de certaines séquences finales un peu dommage parce que dans l'idée, elle peut être pas mal, mais elle est très, très brouillonne, j'ai trouvé. Même si ça n'entache pas la qualité du match qui est quand même voilà, assez correct dans l'ensemble.
On va avoir un Code Red pour contrer Sonisaki. Il est simplement 2. Et là, on va avoir un beau petit enchaînement de Amazing Red avec un Diving Tornado Flatliner et un Spin Kick, simplement 2. Il va enchaîner après avec un Spinning Twisting Enizuguri, simplement 2. Red veut encore enchaîner. Et Swinging Neckbreaker de Sonisaki, compte de 3, assez soudain. C'est pas un match très mauvais. Ouais, c'est un match assez correct. Après, j'avoue qu'entre les deux, je m'attendais peut-être à un match un poil au-dessus. Alors, je suis toujours un peu déçu. Voilà, je sais pas ce que tu en as pensé globalement avant qu'on parle de ce qui s'est passé après le match. Alors, j'ai pensé que c'était un assez bon opener, franchement, pour nous remettre dans le bain. Je trouve que c'était une bonne échéance. J'ai rien enlevé. Sonny Siaki, qui est à l'époque un inconnu, qui finalement va le rester, spoiler, euh, Oui. bah, montre qu'il est un bon catcheur, en fait, tout simplement. Ensuite, on a Amazing Red, qui, même s'il était encore timide à cette période-là, montre qu'il est un futur pilier de cette X-Division. Donc franchement, que des bonnes choses à en retenir, hein. On a après le match Roré Estrada, l'ancien partenaire de Sony, qui débarque. Alors il dit qu'il en a marre de Sony Siaki, de son comportement de chiasse. Et il le challenge à un match pour le futur. Voilà, on s'arrête là. On revient en coulisses, directement après le match, hein. Il y a une transition danseuse, où on retrouve Amazing Red, qui est en train de se faire détruire par Ron Killings. Et Ron Killings se justifie en disant qu'il est là pour réduire le nombre de Lumberjacks dans son match plus tard. Intelligent. Moi je le dis, c'est intelligent. Ah bah oui, bah de toute façon, autant s'attaquer à ceux qui représentent le plus un danger. Et voilà, je, moi, je trouve ça assez logique, finalement. Et bah, de toute façon, j'aime bien parce que ça tease petit à petit les Lumberjack match. Et c'est vrai qu'avec le recul, ce genre de segment avant les Lumberjack match, que ce soit aujourd'hui ou bien avant ça, c'est vrai qu'on en voit très rarement parce qu'au final, c'est le truc le plus logique à faire, c'est de se débarrasser de ceux qui sont plausibles pour être aux abords du ring. Donc je trouve ça cool, c'est cohérent et ça mène à du bon. Et bien ensuite, on revoit des images de la victoire pour le titre par équipe la semaine dernière de Chris Harris et de Cowboy James Storm. Et on nous rappelle qu'ils vont défendre les titres maintenant euh, contre Primetime Brian Lee et Ron Harris, l'équipe de l'enfer, dans un tables match, pour les titres si je l'avais pas déjà dit. Donc je te laisse en parler. Alors bon, ça c'est un problème que j'aurai toujours, hein. C'est directement, ça m'a fait chier, mais les matchs en disqualification avec des tags, faudra en parler. Là, c'est un tables match encore pire, c'est-à-dire que vraiment, t'as des tables. Le but c'est de fracasser quelqu'un contre une table, et tu vas me dire qu'il y a des tags. Voilà. Ouais, je comprends pas trop. Brian Lee et Chris Harris, tout simplement, vont commencer le match. À un moment donné, du coup, Chris arrive à jeter tout le monde à l'extérieur, donc que ce soit Brian Lee et Ron Harris, et ça va mener du coup, tout simplement, une propulsion de James Storm contre tout le monde à l'extérieur, ce qui va enchaîner avec un dive de Chris Harris pour poursuivre du coup. Du coup, on a une légère brawl qui va démarrer. Et du coup, c'est le bordel. L'arbitre il est perdu. Normalement, c'est là où on ne devrait plus plus avoir de tags. Mais bon, on redevient voilà, à la normale avec des tags. Cependant, il y a des tags, mais c'est pas pour autant que les tags sont bien ficelés parce que à chaque fois, il y a des erreurs. Genre, il y a Ron, par exemple, Ron Harris, qui n'était pas l'homme légal, c'était Brian Lee. Et maintenant, c'est l'homme légal. Voilà, au calme. Terrifiant. Il y a aussi, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, un tombé. Voilà, je crois que c'était un tombé de Ron Harris sur Chris ou James Storm, un truc comme ça. J'ai pas trop saisi. Voilà, c'est fou quand même parce que rien ne va. Voilà. Ron il ramène une table sur le ring, snap suplex et au lieu d'être un gars cohérent, il va la faire à travers la table.
Enfin, à travers la table, bon, oui, non, voilà, il va le faire en dehors de la table. Il pourrait le faire sur la table, mais il va pas du tout le faire sur la table. Brian, il rentre. Scoop slam de Brian. Encore une fois, très, très, très proche de la table. Je ne comprends pas, c'est quoi le but du match finalement. Euh, Brian, il va se faire contrer un daily drop. Et ça va ouvrir du coup un out tag. James Storm rentre. Il va du coup faire le ménage. Double drop kick sur Ron. Brian, il est seul du coup dans le match. Il est devant la table sur les prônes. Enfin, il est derrière la table sur les prônes. Et après un move très con, voilà, un drop kick, il va passer à travers et il va faire perdre son équipe. C'est vraiment random. Alors vraiment, c'est comme ça, paf, on n'en parle plus. Voilà, dehors. Et du coup, c'est sans épice. Et voilà, c'est un match très osef avec beaucoup d'incohérences et beaucoup de trucs déjà très chiants avec des règles dont on peut facilement s'en passer. Et du coup, toi, je me demande bien ce que tu en as pensé. Très fade, très nul. On n'avait pas besoin d'être là. Déjà une défense comme ça dès la première semaine de règne. Je suis moyen chaud, mais alors là, dans un match face à Brian Lee, Ron Harris, qui est vraiment une équipe horrible, dans un match de table Ouais, avec des tags. Non, mais en fait, il y a rien. C'est pas un match mauvais, en ouais. fait. Non, mais en fait, moi, C'est un le match pire, c'est ok, que vraiment. mais Non, ok, attends. mais Le pire, passé, c'est quoi. qu'ils ont Passé, dégainé un passable. tables match comme si c'était un magie mode, quoi. C'est... Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Je vais parler de l'après-match parce que franchement, j'ai pas besoin de m'étendre sur le match. On a Ron Harris qui attaque les champions et qui passe James Storm à travers une table. Ok, bon, d'accord. Et on a, attention, Don Harris, son frère, qu'on avait vu au début de NWA TNA. Il est chef de la Sécu maintenant et il vient de le stopper. Il lui dit non, arrête, c'est pas correct. Et les deux se confrontent. Il y a un face-off entre les deux jumeaux, donc face-off de chauve à barbe. Voilà, on est content. Et puis Ron Harris, celui qui avait attaqué, sort et laisse Don dans le ring. Et voilà, ça tease la suite, j'imagine. Oui. On est très hypé, tiens. C'est du Après, moi, sarcasme. j'ai mieux parce qu'on sort dehors sous la pluie. Enfin, on n'en sort pas. On va plutôt dans la journée où Goldilocks est sous la pluie. Et l'interview Misty Aînée, Bruce. Dingue. Terrifiant. Malheureusement, il se fait interrompre directement par la femme des tickets. Ah, on s'en rappelle dans la Dub Cup, la femme des tickets, qui est là avec son balai. Et elle est là, elle lui gueule dessus. Elle fait «Ah, je vais te foutre mon parapluie dans le cul, tu vas voir!» Et elle le gifle. Et puis voilà, c'est la fin du segment. Il va aimer ça. Bon, Bon, à bah, du couper au coup, voilà, montage. nouvelle feud qui va commencer. Ben, on est hal, hein. C'est très beau. Nouvelle feud. Est-ce que t'es hype pour cette feud? Je préfère les dupes. Rendez-moi les dupes. Parce que là, Ah oui, mais oui, putain, mais ça, c'est les émotions. Ça, c'était les émotions. Pourquoi on n'a plus ça, là? j'ai Maintenant, on a une pas envie feud d'en où parler. c'est balai on épaule. Le premier qui gagne, le premier qui prend le balai, il a le droit de le mettre dans le cul de son adversaire. C'est quoi le bail, là? Je connais des gens qui auraient bien booké ça dans le catch, tiens. Sans citer de prénom. Vince McMahon. Non, on va juste dire Vince et on va laisser deviner aux gens lequel c'est. Comme De ça toute façon, fait c'est des soit Vince, commentaires. c'est soit. C'est les deux Vince, hein. Disons les termes, c'est les deux Vince. Dites dans les Parce commentaires qu'avec Léon, quel Vince aurait pu booker ça. Et ça fait du référencement. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait vaut du mieux pas se perdre dans le référencement? ruisseau. Il y a le champion du monde qui peut faire du référencement. Et notre champion du monde, je vous le rappelle, c'est Ron de Truth Killings, que vous connaissez maintenant sous le nom d'Airtruth. Alors il entre dans l'arène et il chope un micro. Et là, je vais faire mon activité préférée dans ce podcast, c'est-à-dire doubler Airtruth. Ouais, coupez ma musique! Je vais vous demander, Nashville, de fermer vos bouches. J'ai reçu de nombreuses insultes, wesh. Même à 5 ans. Mais personne ne peut l'imaginer. Car vous êtes là à vivre dans vos grosses maisons, bien en sécurité, t'as vu. Mais depuis que j'ai cette ceinture, j'ai toute cette considération. Et je me dis, peut-être que je suis fou au fond. Mais non, il y a plein de mes points qui sont prouvés à NWA TNA. Où est Ricky Steamboat? Il a disparu depuis qu'il m'a donné ma chance. Vous savez, depuis que j'ai mon titre, où est passé mon traitement spécial? Où sont mes t-shirts, mon merchandise?
Où est ma loge personnelle? Vous savez ce qui me fait chier ce soir? Je dois affronter Jerry Lynn, champion X Division, entouré par des catcheurs de la X Division. D'où est-ce que je viens? Où sont mes homies? Et il se fait interrompre par Really No! C'est BG James. Le mec débarque, il fait oh, tu vas les retrouver! Écoute, je t'écoute en coulisses à parler, gémir et pleurer comme une diva. Est-ce que tu es une diva? Parce que mon frère, laisse-moi te dire, il y a quelques années, peut-être que t'as oublié. Qui est-ce qui t'a accueilli? Qui est-ce qui a couvert tes arrières? Peut-être que t'as besoin d'une piqûre de rappel et que je gifle ces trésors de ton crâne. Et de là, Trousse répond écoute, monsieur PG James, ah, fermez-la! Tu m'as amené à la WWF parce que t'avais des problèmes. T'étais dans la merde, alors t'avais besoin du grand espoir noir pour porter un peu plus ton poids, pour pouvoir rester pertinent. Et je t'ai aidé, mais là tu m'emmerdes. Là on a BG James qui essaye de parler et Artrousse qui répond oh, ferme-la! Règle numéro un, ne parle pas quand le champion le fait. Malgré que tu m'aies utilisé à la WWF, la semaine dernière, la première fois qu'on s'est vu, je t'ai tendu la main comme un vrai frère, et tu es passé devant moi, sans le faire pour aller voir tes autres débiles en coulisses. C'est quoi, monsieur Brian G. James? Tu peux traîner avec qui tu veux, mais quand on aura l'occasion, regarde-toi longuement dans le miroir, parce que comme tu peux le voir, c'est un nouveau jour, it's a new day, et cet endroit est mon asylum. Donc si tu traînes dans mon asylum, tu es en moi, bitch. Puis on a BG James qui hésite, mais il répond quand même, il fait alors si je suis ta salope, pourquoi est-ce que je te donnerais pas un de mes services? Et là James, bam! Il le frappe avec le micro, il le sort du ring, avant de finir par mon nom est BG James, et le G veut dire get it, got it, good. Sa nouvelle catchphrase de merde. Et c'est la fin du segment. Alors segment plutôt satisfaisant. Après moi j'ai toujours trouvé BG James Hot Dog gênant, enfin cringe. Mais on fait avec. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais en tout cas Rod Gillings est vraiment excellent. Disons, ce qui sauve quand même assez le segment, c'est Ron Killings parce que ben, le gars est gigantesque, il est divertissant, mais en même temps, il sait jouer un rôle assez sérieux. Bon, après, voilà, nous, on peut toujours avoir un peu la surface de ce qu'on voit aujourd'hui, voilà, avec Ertrous, mais finalement, Ron Killings, il est très, très, très fort, il est assez divertissant, il est assez marrant, tout en étant vraiment crédible, mine de rien, dans son rôle de champion NWA. Donc finalement, ben, ça va, ça passe. Comme tu l'as dit, BG James, j'avoue, j'ai énormément du mal. C'est. Ah, putain, je sais pas, vraiment, j'arrive vraiment pas à m'investir dans tout ce qu'il faisait et tout ça. Donc, même la catchphrase, comme tu as dit, c'est assez gênant. Voilà, bon, du coup, Ron Killings, il est vraiment très très fort. Dommage que dans son booking, que ce soit surtout plus booking in ring, on ne va pas plus briller. Voilà, c'est dommage. Mais globalement, ouais, en promo, là, on mange toujours des trucs assez satisfaisants. C'est pas évidemment les promos du siècle. Là, on n'est pas sur du rock fin des années 90. Pareil, on n'est pas sur Stone Cold King of the Ring, mais on est quand même bien, on mange bien. Billy James, savoir qui a proposé au fur et à mesure. Et moi, je pense qu'on peut continuer avec la fameuse transition danseuse. Des danseuses, justement, qui sont en cage et qui sont sûrement restés enfermés plus longtemps en cage que n'importe quel pédophile en France. Et moi, je dis ça, mais non, on peut transitionner sur autre chose. Alors on peut transitionner sur une autre femme qui s'appelle Goldilocks et qui interviewe cette fois-ci Brian Lawler, le fameux, et sa femme April. Alors on est en coulisses et Brian Lawler nous dit pour commencer. Ah non, quelle voix je peux faire pour Brian Lawler? Je vais essayer de faire le beauf, mais j'ai pas envie en fait. Eh, pour commencer, les affaires entre moi et elle ne regardent que moi. Ensuite, il n'y a aucun problème. Il y aura plus de manque de respect, d'accord? Et elle dit alors j'ai pas besoin que tu parles à ma place. J'ai fait ce que j'ai fait pour trouver du confort. Depuis le jour 1, je dois gérer tes assauts mentaux, verbaux, et Brian Lawler, il prend le micro, il la censure. Et lui dit non, 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 il s'énerve et il hurle pour sortir Goldie et le caméraman. Putain, j'ai failli lire mes notes
avec la voix de Brian Lawler, je suis à fond dans les rôles. Mais voilà, il pousse Goldilocks, il pousse le camarade, il fait «Ah, l'interview, on est fini, non qu'est-ce qu'elle raconte là? Son physique ou quoi? Qu'est-ce qu'elle est folle ou quoi? Elle veut me faire des problèmes?» Il dit pas tout ça, mais moi je le dis. Ben voilà, Brian Lawler, Effectivement. on souffle. Ah ouais, mais c'est vraiment un nulard par excellence. Qu'est-ce qui casse les couilles? Et heureusement, on passe à quelque chose de bien mieux. Le meilleur catcheur sur ces 12 terres, qui s'appelle AJ Styles, fait son entrée, voilà. Et on a encore mieux en face, car c'est Loki qui est son adversaire dans un 2 out of 3 falls. C'est pas beau? Moi je trouve que c'est très beau. Alors dis-nous à quel point c'était beau. J'ai le bâton levé. Et du coup, c'est à moi de communiquer le match, le rendu de ce match. On va avoir un début très technique entre les deux hommes, où Loki va prendre l'avantage. Voilà, les hommes vont soutenir évidemment Loki, voilà, le nain, et les femmes vont soutenir AJ Styles sûrement pour ses beaux abdos. C'est vrai que même à cette époque-là, il était assez conservé, beaucoup plus sec certes, mais très bien conservé. Alors, AJ Styles va se montrer très provoquant envers Loki, ce qui va permettre à Loki d'enchaîner avec un Enziguri. Alors vraiment, les kicks de Loki, c'est une dinguerie. Hein. Vraiment, il met des kicks, c'est d'une précision chirurgicale. À croire qu'il mettrait peut-être un peu trop de force. Hein. Diving Cannonball de Loki vers l'extérieur, en partant de l'apron. On remonte sur le ring. Alors, AJ a aussi du coup à projeter Loki contre les cordes. Et du coup, il va, voilà, le coincer dans les cordes et l'étrangler en même temps. Voilà. Du coup, il va globalement réussir à ralentir un peu le rythme. Ça va se lancer des parpaings dans la gueule. AJ Styles va regarder l'avantage. Il va mettre un shinlock. Loki va réussir à s'en déloger. Et les deux vont courir dans les cordes et ils vont s'entrechoquer avec une double clothesline. Loki va revenir avec quelques gros kicks dans l'abdomen, dans les jambes, dans les bras, un peu dans la tête et va réussir après à faire un springboard enziguri. Il va essayer ensuite de faire sa Dragon Clutch pour essayer de faire taper AJ Styles et AJ Styles abandonne. Premier point pour Loki. Au bout, je crois, je dirais 5-6 minutes, un truc comme ça. Et du coup, on continue pour la manche 2. AJ ne vend pas du tout. Et vient tout de suite cisailler Loki contre les cordes. Il va partir en dead vertical suplex, knee drop, simplement 2. La foule, grosse branlette, voilà, je sais pas. Alors bon, je veux pas être aigri, mais directement la foule chante This is awesome. Alors voilà, la grosse branlette, hein, la main bien là où on le pense. AJ va un peu se venger d'une zéguerie de Loki, et même je dirais des kicks en général, apportant un gros pélé kick dans la gueule de Loki, mais il était très sincère celui-là, vraiment, je crois même que ça l'a vraiment touché parce que sur le coup Loki il semblait un peu sonné. Alors, Loki va coincer AJ Styles dans les cordes avec un Dragon Clutch. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire sa Dragon Clutch dans les cordes. Évidemment, du coup, quoi qu'il arrive, c'est illégal. Donc, du coup, ça ne va aboutir à rien. AJ Styles va partir en sunset flip et il va essayer de faire son side splash en enchaînant. Mais Hurricanrana et Scissors de Loki pour renverser. Mais attention, AJ Styles il va monter sur Loki et faire un petit tombé surprise pour le compte de 3. Et ce qui fait qu'on est à 1-1, la finale entre les deux hommes. Alors Loki est énervé. Donc du coup, il va directement vite s'énerver sur AJ Styles, il va vouloir être très agressif, mais malheureusement ça va se retourner contre lui. Il va se cogner le genou contre les barricades en tentant un knee strike sur AJ Styles qui va malheureusement directement se barrer avant. On part sur la troisième corde et AJ Styles va tenter son side splash du haut de cette troisième corde et Loki va du coup s'accrocher, donc il change de position et apporter un knee breaker du haut du coin. AJ Styles va du coup travailler le genou, il va faire ses fameux enchaînements de coups de coude et il va ensuite enchaîner en tordant le genou de Loki. Donc là, Loki est un peu à la merci finalement de notre AJ Styles national.
Loki va faire un gros head scissors après qu'AJ Styles ait tenté un Styles Clash à nouveau. Simplement deux. AJ Styles va quand même réussir à reprendre l'avantage parce que Loki va vendre sa jambe corps et âme. Qui va tenter encore de reprendre l'avantage avec un Dragon Clutch. Mais AJ Styles va mettre un petit coup dans les parties intimes de Loki, qui va complètement renverser la tendance. Là, on va avoir un moment très confus où AJ Styles va faire un tombé en se donnant des cordes. Sauf que on sait pas trop ce qui se passe. Loki ne sent pas vraiment s'est dégagé, mais ça va pas compter comme un, voilà, comme un pin officiel, même si l'arbitre ne semble pas aussi avoir vu la triche, donc c'est bizarre. AJ Styles va prendre énormément de temps avant de faire son Styles Clash, c'était très bizarre. Compte de 3. Le match était quand même assez bon, mais c'est vrai que la fin m'a un peu surpris et c'était un peu décevant, mais l'ensemble du match était quand même très cool par rapport à ce qu'on a pu voir dans le Tables Match tout à l'heure, match par équipe Tables Match. Donc je reste quand même assez positif. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était très solide avec un peu de psychologie à la fin. Voilà, on est Al. Qu'est-ce que tu en as pensé de Bon, ce match? eh bien, je pense que c'est assez, allez, comment dire, prévisible. Évidemment, très bon match entre les deux. Ça, on pourra jamais dire le contraire, hein. Je pense que personne ne peut faire un mauvais Loki et J Styles. Euh, C'était pas peut-être le plus excellent, mais c'était un bon match. Rien d'autre à dire. Alors, j'aimerais parler du fait qu'au commentaire, on a cité Mortimer Plumtree, qui a regardé le match, en fait, qui Ouais. soit regardait J Styles, soit Loki. Euh, bon, bah écoute, faut dire que Mortimer Plumtree tourne autour de l'X-Division depuis le début de l'épisode. Aucune idée de où ça va mener. C'est un mensonge. Mais bon, je suis pas censé savoir. Non, bah, très content de ce match. Ça veut dire qu'on va voir AJ Styles pour affronter soit Jerry Lynn, soit Ron Killings, que j'allais appeler R-Truth. Bon, on a une nouvelle DNA, donc on va passer à Jeff Jarrett. C'est, ça y est, il aura fallu du temps. Bon, bah il est là, il est interviewé en coulisses par Goldilocks. Elle lui demande comment avancent ses plans vers le NWA World Championship, malgré Billie Jean James, Six et Scott Hall. Et il nous dit rien n'a déraillé, je suis plus concentré que jamais. C'est en ramassant des obstacles que je vais éliminer un à un. Et tant que Ron Killings est là, il n'y a rien de personnel, c'est juste du business. Ce championnat sera le mien, attends, mais là j'ai des obstacles à éliminer. Il se casse. Bon bah, ça tease le main event, hein. Euh, bon, pas envie quoi. Ensuite on a Elix Skipper, bien meilleur catcheur que Jeff Jarrett, mais bien moindre carrière malheureusement. Il va faire équipe avec Brian Lawler et sa femme April. Ah non, on fait pas équipe avec April. April et les managers. Brian Lawler, il la ramène dans le ring, il lui offre sa veste. Il crie ah, c'est ma femme! Ah, c'est ma femme! Il la met à côté de son coin, il lui dit tu restes là! Et puis en face, on a la grosse pop pour Scott Hall, le bad guy, et Six Pack pour un match par équipe. Donc je vais te laisser parler si t'as beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais. Ah bon, un match où Elix et Sixpack vont commencer directement les hostilités. Bon, voilà, c'était peut-être un peu le meilleur moment du match, c'est quand les deux commençaient à se fight finalement. Après, bon, t'as Brian Scott, alors là, c'est un peu moins bien, bon, c'est beaucoup plus lent. Et là, alors déjà, ça va, alors ça, c'est, là, on est mal parce que, en gros, April à l'extérieur du ring va bouger d'un millimètre, littéralement. Et du coup, Brian Lawler, il va sortir du ring et il va lui demander de se mettre là où il veut. Alors là, déjà, alors là, c'est vraiment un moment gênant. En plus, c'est un peu long quand même. Et après, un peu plus tard, il recommence. Et c'est pas qu'il vient prendre une chaise et qui demande à April de mettre son gros cul dessus. Aussi possessif que son père, apparemment, il en a pris des choses de son fils de pute de père. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, Ellie Skipper vient faire un blind tag et il va se faire vraiment bien corrigé par Scott Hall. Bon, ça c'est prévisible. Hein. Les Skipper, malheureusement,
Malgré le fait que je pense qu'on soit pas en désaccord là-dessus, c'est clairement le meilleur catcheur des 4 hommes sur ce match. Mais bon, voilà. Directement, Lawler et Skipper vont écraser les boules de Scott Hall contre le poteau en le tirant. Slingshot les drops de Helix. Et après, la hit sera sur Scott Hall. Bon, voilà pour une fois que Scott Hall accepte un peu de se faire dominer, tiens. Là, on va avoir un moment, voilà, je sais même pas quoi dire. Brian, il va mordre la bouche de Scott Hall. Voilà, on est Hal. Snob suplex de Brian et il va à nouveau se concentrer sur April. Donc c'est toujours bien gênant et vraiment ça me fout. Scott, du coup avec Star du ring, toujours sur le ring, il se fait encore bien marler. On dirait une meuf quand je lui demande son numéro finalement. Il va rencontrer Elix et il va faire une back suplex et il va faire le tag avec 6-pack. Il enchaîne Elix, side out powerbomb, baseball side out kick sur Brian. Scott en une droite, il a fait voler Brian par-dessus la troisième corde. Foul slam de Scott sur Elix, Pac s'écrase les couilles complètement le mutual. Le X-Factor directement de Six-Packs de nulle part à la volée. 1, 2, 3, on n'en parle plus. C'était, ma foi, un match de merde. Et moi, je te laisse continuer pour exprimer ton avis si tu en as un, si tu as envie de l'exprimer. Si tu... Alors, premièrement, à chaque fois que tu cites Brian, je leur pense. Brian Danielson, Oh non, là là, terminé, Brian il est Davis. parti. Rest in peace. Non. Alors plus sérieusement, j'ai pas envie d'en parler, je préfère Brian Danielson. Hop, passons à la suite, c'était bien nul. Brian Lawler, faut arrêter ta carrière. Ah non, il y a un aftermatch, pardon. Excusez-moi, il faut parler de l'aftermatch où t'as On Jeff a quelque Jarrett chose à qui foutre. débarque, quoi. Il y a vraiment Jeff Jarrett qui vient rajouter une cerise sur le gâteau à la merde. Donc Jarrett, Skipper, t'es un prince. Et Lawler, il tabasse Paquet Hall, mais la sécurité vient sortir les heals. Bref, j'ai pas envie de voir ces deux mecs, Jarrett, Lawler sur mon écran. Scott Hall, j'ai pas envie de le voir sur mon écran en 2002. Et Sixpack, mon frère, va dans l'X-Division. L'X-Keeper fait de même. Ou catchez l'un contre l'autre, mais éloignez-vous de ces types-là, s'il vous plaît. Bon, on a un bien meilleur catcheur qui est en coulisses, qui fait une interview. Alors, bien meilleur catcheur, oui, mais pour faire quoi? Pour se mettre dans des positions devant Goldilocks, qui juste la fait chier, parce que bon, essaie de l'interviewer, et le mec est en train de faire des pseudo-étirements, on sait pas ce qu'il fait. Puis à un moment, il se relève, il lui fait face, et il lui avance la tête plusieurs fois vers elle, juste pour la faire chier. Et donc, elle la regarde, elle fait, mais t'es vraiment un petit con. Et Jessa, il se fait, est-ce que je suis un petit con? Ouais, je suis un petit con. Je le suis, voilà. Et ils enchaînent comme ça, il fait, oui, je suis un petit connard, oui, je suis une merde, voilà, c'est moi, je suis une merde. Et ensuite, il dit, ah, j'ai le choix entre Jerry Lynn et Ron Killings, là, mais dans tous les cas, moi, je vois haut, et tu vois la gloire pendre là-haut, regarde le plafond, regarde la gloire qui pend là-haut. Et Goldilocks se fait, attends, tu parles quand même pas d'un ladder match. Très naturel, hein, elle a pas lu le script avant. Et il fait, ah, mais c'est une excellente idée que j'ai eue là. Ah, t'as raison. J'ai vraiment une très bonne idée. Ah ben, ce sera un ladder match la semaine prochaine. Et c'est la fin du segment. Bon, donner une gimmick à AJ Styles à l'époque, c'était pas simple. Oui, non, mais... Que tu pensais de ce euh, segment qui était spécial? putain, et en vrai, c'est là où je me dis, putain, AJ Styles, voilà, gros respect sur le ring, parce que je pense que c'est vraiment le... On peut même le dire que c'est vraiment le top 3, top 5 des meilleurs catcheurs à avoir existé. Pour moi, c'est Et le même meilleur c'est une catcheur de grosse légende. l'histoire. Mais ouais, putain, en promo, par contre, par moment, voilà, c'est gênant. Et surtout quand tu donnes un segment pareil, où le gars, c'est vraiment, je sais pas, un gros frotteur de bâtiment, il s'attaque à Godly comme ça, là, waouh, c'est terrifiant. En plus, putain, il prend Godly par la taille. Non, mais il faut se dire la dinguerie que c'est de booker un truc comme ça. C'est vraiment de l'harcèlement sexuel exposé.
Et c'est à peine on dit ouais non mais faut pas faire ça les gars, les enfants. Hein. Non, non, c'est juste comme ça. Et je sais pas ce qu'il avait l'autre con de Vince R pour booker, Non, pas un R. truc comme Mettez dans ça. les commentaires, c'est lequel qui bouquait à ce moment-là. Donc bon, Euh, écoute, et moi en je pense parlant qu'on de peut ce passer à la Vince, suite. il a booké un match entre Kid Cash et Rore Estrada pour la X-Division, encore une fois. Donc, c'est encore ton rôle, c'est encore à toi de parler. Ah écoute, ouais, Kid Cash et Roré Estrada, on va avoir un début assez athlétique et technique malgré tout. Du coup, alors après tout ça, on va avoir quand même le fameux Loblo de Kid Cash devant l'arbitre qui va dire ça joue. Voilà, il y a aucun problème, je n'ai rien vu. Tout ce que je viens de voir est totalement logique. On a toujours Mortimer Plumtree présenté à la caméra, voilà, au cas où. Cela dit, Roré, après ce Loblo, l'a clairement nocelle. Voilà, et vraiment, le Loblo, c'était vraiment une droite. On s'en bat les couilles. Pas du tout vendu. Ensuite, on part. Il y a une tentative de Tom Conillo de Roré. Il a failli se niquer. Voilà, se niquer totalement. Il est vraiment atterri sur la tête. C'est terrifiant qui s'est passé. Sur le coup, j'ai eu très peur. Je m'en souvenais pas du tout. Hein. Vraiment, je ne sais pas du tout de ça. Du coup, ça m'a un peu surpris. Kid Cash va exécuter un cannonball réussi depuis les cordes. Ensuite, on va avoir un magnifique Avalanche Granara et Scissors the Kid, simplement deux. Ah oui, je t'interromps On parce que enchaîne. ce Rana magnifique, j'ai jamais vu un truc aussi beau dans le catch que ce Rana. Ouais. Le mec s'est vraiment envolé pour aller attraper une tête en vol et faire un salto arrière pour arracher au Restrada. Je suis désolé, c'était magnifique. Je me Je rappelais pas de préfère ça. voir le Waouh! putain de Canrana de Brand Breaker chaque semaine, tiens. Non, mais il est excellent celui de Baker, mais bon, on le voit trop, quoi. On le voit chaque semaine. C'est ça le problème. Bon, on n'est pas Oui, sur c'est un ça, ouais. exposé en 2002 pour parler de Brand Breaker, hein. Oui, c'est Donc vrai. reprends le match. Mais je voulais dire, quelle beauté, quoi. Le catch. Pump Pedal River Slam de Kid. Et ensuite, on enchaîne avec un springboard au sol de Roré en partant de coin, puis en ricochant sur le côté dans les cordes. Donc, en gros, un peu comme le Golden Moonsault de Kota Ibushi. Simplement deux. On va partir en tentative de corkscrew Hurricanrana de Kid, mais Roré va intercepter avec un elevated powerbomb. Il enchaîne ensuite avec un springboard corkscrew Swanton et il a failli vraiment se niquer directement en tête la première. Décidément, compte de 3 après ce move, donc du coup, victoire de Ron Estrada. Bon, on a quand même failli avoir deux morts en un match. Voilà. Enfin, deux morts de Ron Estrada finalement. C'est terrifiant. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match qui était plutôt court? C'était bon. C'était vraiment bon. Oh, c'était un Juste, sprint, hein. C'était un c'est sprint, un bon voilà, c'est sprint. cool. Moi, c'est ce genre de match qui me manque. Ouais, pareil. Bah, en fait, moi, ce qui me manque actuellement dans le catch, c'est quand il y a un match qui est prévu pour durer, allez, 5-6 minutes. Bah, en fait, c'est juste un sprint. En fait, on construit pas comme un match qui va durer 10 minutes, voire 20 minutes, voire 15. Voilà, quoi. Là, c'est parfait parce que en 6 minutes, tu t'as pas eu le temps de t'emmerder. Et en même temps, t'es pas comme ça à dire, ah putain, c'est fini comme ça, ok. Genre là, au moins, je me suis dit, ouais, bah, pour 6 minutes, on a eu ce qu'on pouvait avoir, quoi. C'est vraiment très bien, quoi. Ça me rappelle un peu un film Balor Shell Gable en 2022, un truc comme ça, là. Bon, bah Ouais, top. non, vraiment, c'est super. Alors, pour la troisième fois de la soirée, on a Mortimer Plumtree qui mate le match au loin, qui prend des notes, voilà. Encore autour de la X-Division. Mais on a encore plus important, parce que Rore Estrada au centre du ring, il nous appelle Son Siaki. Son Siaki débarque et lui dit ah, écoute, Son Siaki est désolé du malentendu entre nous, entre vous, je sais pas comment il a dit. Euh, Son Siaki voulait pas que ça arrive. Son Siaki a du respect pour toi et pour Jimmy Yang. Son Siaki te propose de regarder l'écran. Et là, on a Son Siaki qui chope Goldilocks et dit regarde, regarde, et qui brûle dans une poubelle en feu. Euh,
les équipements des Flying Elvises, en tout cas les siens. Et donc on a Torres Estrada qui est Kesho au centre du ring, et Son Siaki qui part en souriant comme un petit bâtard. Voilà, le turn est complété. Moi j'ai bien aimé, franchement Son Siaki il est vraiment bon. Saki, vraiment, il est très divertissant, il est bon dans tous les domaines finalement. Quand tu sais qu'en vrai, il est pas allé aussi loin dans sa carrière, c'est vrai que c'est assez tragique. Enfin Bien bref. complètement. C'est toujours un petit regret, Son Siaki, surtout quand je l'ai découvert en regardant une nouvelle matinée. Bon bah tant pis, on peut pas, de toute façon on peut pas réparer ce qui a été cassé. Donc passons à la suite avec les catcheurs de la X-Division qui descendent sur la rampe, enfin qui sont suivis par le champion X-Division Jerry Lynn, sous une belle musique. La musique de notre intro qui a été volée par Jerry Lynn. Born and raised in the USA. Génial, banger. Et en face, on a le challenger, Ron the Truth Killings, le champion du monde. Je le rappelle une dernière fois, le match est pour le X-Division Championship et pas pour l'autre championnat. Let's go, j'ai envie de dire. Alors, le match de catch professionnel entre Jerilyn et Ron Killings. Ça va directement s'attaquer la bagarre. Ron, il va vouloir voilà, fuir à l'extérieur du ring. Sauf que, bon, évidemment, c'est un Lumberjack match, donc il va vite regretter. Il va se dire, bon, ben, je vais peut-être remonter sur le ring. Et du coup, Jerilyn, il va directement en profiter pour prendre l'avantage. Donc, c'est un petit moment un peu drôle, mais ça permet de bien exposer la stipulation directement en début de match. Donc, c'est très intelligent. On va ensuite avoir un très beau match Bulldog du troisième corde. Là, on va me dire, voilà, c'est cool, c'est un gros move, ça pourrait presque finir le match, mais en fait, Ron Killings, il va à peine vendre, il va rouler à l'extérieur, il va déjà être debout. Red, il va directement s'attaquer à Ron Killings et le remettre sur le ring. Jéréline, il va faire le tomber, simplement deux. Alors, Ron Killings, il arrive à reprendre l'avantage avec un diving spinning wheel kick, simplement deux. Ensuite, il fait un Elevated Face First, simplement 2. On sort du ring. Kid Catch va attaquer Jerilyn quand il est à l'extérieur du ring. Alors, Ron Killings va directement se venger de Red après, voilà, évidemment, le petit moment où il est intervenu pour le remettre sur le ring en début de match. AJ Styles va arriver en haut de la rampe. Ron Killings a l'avantage. La foule scande du coup AJ Styles pas un Shiloh de Ron. Eux aussi comprennent pas qu'il faut acclamer, tiens. Power Slam de Ron qui même s'il n'est pas dans une vraie défense, va quand même réussir à dominer et être sur pied. Donc il est, je trouve, assez bien booké dans ce match côté crédibilité, c'est-à-dire qu'il fait pas non plus trop tâche. Crossbody de Ron Killings, simplement deux. Guillotine de Ron, il va céder des cordes. Du coup, après, on va voir Ron Killings qui va. Merde, attends, putain, je suis perdu dans mes notes. Putain, j'ai loupé une partie, c'est pas possible. Ah non, même pas, c'est juste que j'ai. Ouais, ok. Alors, attends. Donc, du coup, Reverse DDT de Jerry pour contrer une tentative de axe kick de Ron. Comeback du champion, sit out powerbomb, simplement deux. Jerry tente une Java suplex. Et encore un low blow dans ce show de Ron Killings discrètement. Tout le monde monte sur l'apron. Et là, Loki vient en profiter pour complètement niquer Ron Record de cisailler. TKO de Jerry Lynn. Et il va en profiter pour gagner le match contre 2-3. Alors, je veux dire, tu sais ce que j'en ai pensé. Alors, moi, le seul truc, voilà, j'ai dit que Ron Killings a quand même réussi à montrer sa stature de champion du monde. Par contre, c'est vrai que c'était omniprésent pendant tout le match. Genre, en plus, je me souvenais pas du tout du contenu du match. Je savais juste que que leur premier match était un peu décevant, mais dû au fait que Rankins domine énormément. Genre, voilà. Et du coup, ben, ça fait que Jerry Lynn, il paraît un peu couillon, un peu nul pour le champion X-Division. Après,
ça reste qui a gagné le match, donc ça le crédibilise tout de même. Mais voilà, donc qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Alors moi, j'ai résumé le match en un mot, qui est le suivant. Chiard. Bah, c'est un peu le cas, parce qu'au final, c'est une hit interminable de 9 minutes. Ce qui était Avec, déjà le cas du match précédent, donc franchement, juste chiard, quoi. J'ai pas d'autre chose à dire. Moi, ça m'a pas amusé du tout. J'étais très triste de devoir regarder ça. ouais. Mais de toute façon, je t'avais déjà parlé, c'est vrai que ouais, les 2 derniers matchs en général sont un peu décevants. En fait, surtout que moi, dans mes souvenirs, ce match, justement, relevait le niveau par rapport au l'autre match, en fait. Mais en fait, pas du tout. Il est très. Ah, il est assez dommageable. Je pense que le problème, c'est que ça aurait pu être largement mieux booké avec une meilleure décision de booking parce que Jerry Lynn, en fait, en fait, c'est un peu l'image, je pense que ça devait se faire du TNA, enfin, TNA de la X-Division. C'est que c'est très ouais c'est un peu le titre secondaire donc forcément un champion secondaire contre un champion majeur ça donne un champion majeur qui doit être vraiment ultra fort et le champion secondaire qui est un peu plus en retrait finalement sur ce coup-ci et du coup ben ouais c'était assez dommageable mais bon passons à la Alors, suite tiens. ensuite, pour la suite d'ailleurs, on a Don West qui nous roule dessus, comme chaque semaine, pour nous parler de la semaine prochaine. Alors moi, je vais vous épargner le hurlement, et vous le dire très calmement. On a AJ Styles contre Jerry Lynn en ladder match pour le X-Division Championship. Ensuite, on aura Ron Killings qui mettra sa rage, comme moi, sur la X-Division. On aura aussi la suite pour Sonny Siaki après son heel turn. Mais ensuite, on se verra aussi des gens comme Scott Hall, Jeff Jarrett, Sixpack et d'autres. Alors pointez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 14 du podcast NWA TNA. Donc pointez-vous. Le main event, c'est maintenant, c'est parti. Euh, on a comme première superstar qui entre dans l'arène le tout grand et légendaire Double J Jeff Jarrett. euh, qui débarque. Alors ensuite, on a BG James, qui a une info pour nous. Info en exclusivité des copains. Il est l'obstacle que Jeff ne pourra pas passer. Il est BG James et le G est là pour get it, got it, good. Et le match démarre. On tient à préciser que c'est un singles match je, Singles match je sais pourquoi il dit ça, vous allez match voir, c'est un enfer. Match, attention, attends, je reprécise, singles match, match sans stipulation, Excuse-moi, match avec disqualification. est-ce que tu peux rappeler les règles pardon d'un single match? J'ai pas entendu. Est-ce que tu peux nous rappeler les règles d'un singles match? Alors, singles match, déjà, tu n'as pas le droit de mettre un coup dans les parties de ton adversaire. Tu n'as pas le droit de prendre un objet et de le taper avec. Si tu es trop longtemps à l'extérieur du ring, tu es décompté jusqu'au compte de 10. Voilà, donc déjà, ça on en reparlera un peu. Et jusqu'ici, bon, il y a des trucs extérieurs, t'as pas le droit de taper quelqu'un dans les cordes pendant plus de 5 secondes. Donc, normalement, dans un singles match avec un arbitre fiable, on devrait être bien, pas vrai? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord. Parce que du coup, bon, je vais vite, vite aller au bout du bout. Bon, le match il se passe, bon, c'est ennuyant. Voilà, on s'ennuie, on s'emmerde. Et là, c'est pas que Richie James il prend une chaise et il va la mettre dans le dos de Jeff Jarrett et l'arbitre va dire ça joue. Il n'y a aucun problème. Tout ce qui se passe sur le ring est totalement légal. Alors, du coup, on est reparti. Un deuxième, un troisième. Aucun scrupule. Et du coup, ça va passer Jeff au-dessus des barricades. L'arbitre va encore dire que tout est normal, voilà, tout va bien.
Et surtout l'arbitre, bon, il compte. Alors là, il compte très lentement. Alors soit il compte très lentement, soit il compte pas. Moi, j'opte peut-être pour une autre option. Alors, c'est au tour de Jeff Jarrett de mettre un coup de chaise. L'arbitre, il en a rien à foutre. Et moi, je rentre juste dans une hypothèse. C'est Wrestling Empire en fait. Et il y a pas de. Voilà, il y a. En fait, dès qu'il y a Star du Ring, peut-être qu'il n'y a pas de règle. Mais en fait, le problème, c'est que même sur le ring, il n'y a pas de règle. En fait, on sait pas. C'est Wrestling Empire le délire. C'est un coup. Voilà, les règles sont pas claires là. C'est quoi ce bordel? Alors, on revient aux abords du ring. Encore un coup de chaise de Jeff. Et là, on est. En plus, il était surlevé sur la table des commentateurs. Et c'est-à-dire que là, l'arbitre, il pouvait encore plus le voir. C'est Jeff Jarrett était au-dessus de la table commentateur. Il a mis un coup de chaise. L'arbitre a dit encore que ça joue. Il n'y a aucun problème. Tout est normal. Tout ce qui se passe dans ce match de catch, singles match, avec des règles, un règlement strict à respecter, tout se passe, c'est correct. Voilà. Il y a plein de coups de chaise qui s'enchaînent. Jeff Jarrett a le dessus depuis maintenant 40 ans. Et là, dès que le match, on s'emmerde et que c'est incohérent au possible, t'as un slipper au centre du ring. Et le slipper va durer quand même 1 minute, voire deux, dans un match qui, spoiler, dure 9 minutes. Voilà. Voilà. Alors, du coup, l'arbitre va compter le bras de James. Sauf que du coup, James va réussir à se réveiller. Il va mettre des coups de coude. Et il va tenter du coup de faire un slipper, ouais, cette fois-ci de sa propre guise. Sauf que Jeff va le contrer avec une back suplex. On va partir un peu en slugfest. Et ça va être remporté par James avec un big boot. Et là, du coup, Jeff va placer une chaise dans le coin. Et là, c'est pas qu'on a Brian Lawler qui arrive. Tiens, tiens, tiens. Euh, du coup, Jeff va faire un roll-up, simplement deux. James va se prendre la chaise. Tomber de Jeff, simplement deux. Puppet slam de James. Donc, du coup, tomber. Église Skipper et Bren vont intervenir à deux. Et là, la question est est-ce que il y aura une disqualification? Et le spoiler est après la pub. Non, évidemment, disqualification. Et du coup, vu que le match s'arrête là, voilà, on va faire un petit aparté. C'est quand même une folie de ne pas savoir respecter les règles les plus simples d'un match de catch. On peut, aller oublier des petits trucs. Voilà, oublier des petits détails d'un match de catch. On peut se dire, vas-y, bon, on oublie, on oublie les cordes, on oublie peut-être de décompter les deux catchers à l'extérieur du ring parce que c'est un peu emmerdant pour le rythme du match et on a un petit problème. Voilà, ok, on a un petit problème timing, ok. Mais là, on parle quand même de coups de chaise visible devant la gueule de l'arbitre qui regarde tout ça de ses propres yeux. Et il ne s'est jamais dit, ce n'est pas normal. Et excusez-moi, mais ce gars vient d'un certain continent, à ce rythme-là, c'est bizarre. Pourquoi c'est... Non, mais j'ai pas compris déjà qu'entre les lobos, pendant tout le show, qui passe inaperçu, on est pas très servi niveau cohérence de ce côté-là, mais alors là, ce match, c'était un flou et rage de tout ça. J'ai pas compris. C'était horrible. Qu'est-ce que t'en as pensé, tiens? Moi, j'aurais aimé ne jamais vivre si c'était pour regarder ce genre de contenu. Non, mais faut arrêter, faut Ça arrêter. condensé de BG conneries. James, BG James, je veux pas, je veux pas. Jeff Jarrett, je veux pas, je veux pas. Non, 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 juste non. Comme dit un grand footballeur, arrête, 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 arrête. C'était juste ton souffle, ce main event. Quand on a les artistes dont on parle plus tôt dans le show et qu'on nous met ça à la place en main event, foutage de gueule. Ah mais franchement, c'est comme vivre des mois sans eau chaude, hein. C'est. Bon, je vais parler de l'après-match pour en finir une bonne fois pour toutes. Rebelote, Lawler, Skipper, Jarrett, ils débarquent, ils attaquent BG James, mais il se fait sauver par Six et Scott. Sauf que Ron Killings débarque pour les attaquer, et donc il permet de mettre les heals on top, et donc les heals restent forts, et il met des coups de championnat mondial à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on signe la fin d'NW TNA, numéro 14, pour l'épisode 13 de l'exposé.
Donc, je te laisse Bon, c'était pas donner le meilleur match pour conclure. un premier avis sur ce show dans sa globalité. Alors, en fait, ce qui est très dommage, c'est qu'on va pas se cacher la deuxième heure. Ah, elle est pas facile à digérer. Elle est très. Ah, elle est pas folle. Hein. La première heure, en fait, il y a du bon à goûter. Alors, il n'y a pas que du bon. Hein. Bon, il y a toujours des idées de booking très gênantes, des incohérences globalement. Mais ouais, la première heure, au moins, t'as deux matchs qui restent solides ensemble, genre AJ Styles Loki et Sudisaki Amazing Road. Du coup, t'es quand même assez voilà, à l'affût. Mais la deuxième heure, elle était insupportable à regarder. C'est horrible. Et en plus, t'as un main event de merde à chier. En fait, la deuxième heure, c'est tout ce que je n'aime pas voir. C'est Brian Lawler, c'est Scott Hall, c'est 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 pas Jerry enfin c'est même pas Jerry et Roll Killings, c'est le booking, c'est le booking de ce qu'ils font de Jerry et Roll Killings quand ils s'affrontent. C'est pourquoi c'est aussi peu compétitif, pourquoi c'est une branlée de Ron Killings et Jerry qui tente de faire quelque chose. Et après, t'as BG James et Jeff Jarrett, et ça, je veux juste pas voir les deux. Et je veux pas voir en plus un match qui est mal booké avec le cul, avec un scénario qui te fait dire, mais attends, mais qui peut booker ça? C'est logique. En plus, c'est logique qu'il faut pas mettre de coups de chaise dans un singles match. Pourquoi ils ont booké ça? Tu te dis, c'est impossible. Quel humain peut booker ça à part l'autre enculé de Vince R? Non, mais vraiment. Non, mais je suis horrifié. Et on parlera pas quand même du tables match, qui est pour le coup vraiment un tables match tout droit sorti des tréfonds de Match GM sur Touquet 24. C'est terrifiant de sortir un tables match comme si tu sortais un petit gâteau de ton placard parce que t'as une petite dalle. Ça n'a aucun sens. Et en plus, un match avec des tags, en fait tout rien ne va. C'est le show niveau cohérence, on n'est pas là quoi. Mais le bon, quand même, à en tirer est quand même très très solide. Même si un peu décevant pour ma part, genre l'opener, je m'attendais à mieux, mais c'est parce que il y a un an, je voyais le match quand même un peu plus au-dessus, mais voilà, on a quand même du bon à goûter. Ça fait plaisir de retrouver genre Ron Killings en promo, qui est quand même assez solide. Enfin, il y a quand même des trucs à goûter. Ça fait plaisir de retrouver Godly. Dommage que par moment on la book pour qu'elle se fasse toucher quoi. Bon, c'est vraiment le booking très bof et que je déteste parce que moi ça me fait dire mais l'ambiance dans les vestiaires pour les femmes ça devait être mais catastrophique à cette époque et je parle pas que pour NWA TNA, hein, je parle pour en général. Hein. Et encore là quand tu book, tu vois comment ils insistent sur ce booking, ah ça fait flipper. Mais voilà, alors globalement bon il y a des trucs, c'est ah bon il y a du teasing, c'est un peu compliqué. Bon, Bruce, c'est vrai que Bruce, ça faisait. Je crois, l'épisode 12, on l'avait pas vu. Et c'est vrai que bon, il manquait pas trop. En fait, le problème de Bruce, c'est que c'est très stéréotypé. C'est pas. Voilà, c'est trop. C'est gênant, quoi. C'est très. Ouais, c'est triste quand même, les visions qu'on avait à cette époque-là pour booker des trucs pareils. Et ouais, voilà. Après, globalement, j'ai pas envie de chier sur le show parce que c'est le show retour, donc j'ai envie de rester positif, comme mon test Covid il y a 2 ans. Mais bon, ah, c'est tout ce que j'ai à en dire. C'était pas, c'était un peu catastrophique sur certains bords, mais voilà, j'ai envie de profiter, voilà, de ce retour et ne pas dire que je pense quand même un peu que c'était nul à chier, Bon, globalement. je te rejoins sur le globalement. On a l'X Division qui sauve tout. Et puis on a la title picture du main event, j'imagine, qui est vraiment la pire chose du booking, quoi. C'est très triste. On a En fait, le main l'utilisation event, c'est de des la merde, femmes c'est qui est catastrophique. très triste. Voilà, enfin c'est triste, c'est dommage. C'est J'ai dommage. bien On a aimé le quand même match féminin, tiens. on a quand même des très, on a des très bonnes figures comme Sonsiaki et Ron Killings. On a des bonnes figures, mais plutôt in ring comme Loki et Jay Styles. Rore Estrada qui, même s'il fait quelques botches, est très explosif dans un ring. Voilà, moi, on a Kid Cash aussi qui est un vrai pro. Franchement, on a du bon, mais qui est mal exploité. Et c'est dommage. Mais j'ai envie de continuer.
J'ai toujours cette intrigue de voir la suite et de continuer cette série, donc ça en dit du bon pour la suite, faut le dire. Tant que la mid-card existe, ça donne envie. Ouais, c'est Parce que ça. ça, c'est pas le main event qui donne On envie. a quand même Jerry Lynn et Jay Styles en ladder match la semaine prochaine, et ça c'est goldé. J'ai pas envie d'arrêter cette série parce qu'il y a ça, par exemple. Même en fait, c'est tellement fou certaines choses qui se passent, tellement absurdes, que ça donne envie d'aller voir la suite. Et c'est pour ça que j'annonce qu'on est vraiment de retour avec un nouveau, un nouvel, un nouveau calendrier, des épisodes désormais tous les dimanches aux alentours de 16-17 heures, que nous on tournera une semaine en avance le dimanche. Donc y a aucune raison que ça se passe mal maintenant. Maintenant, sans fail, on va droit au but et on continue cette série. Et je pense que mon partenaire me rejoindra là-dessus et qu'on va pouvoir finir cet épisode. Enfin. C'est un Donc, épisode. Enfin, en vrai, on traite cet épisode un peu comme un épisode retour. Bon, c'est vrai que. Voilà, il y a eu l'épisode 12, mais le problème, c'est que l'épisode 12, c'est un ancien enregistrement, voilà. Mais voilà, cet épisode, du coup, c'est le premier tournage depuis 1 an. Premier visionnage de show depuis 1 an. Donc, évidemment, c'est un épisode qui nous tient beaucoup plus à cœur que l'épisode 12. Savoir que l'épisode 13, de base, bon, c'était l'épisode qu'on avait déjà tourné, qu'on retourne, mais qu'on redécouvre beaucoup plus, parce que j'avoue que je me souviens plus du tout. Je me souvenais de l'épisode 13 assez, mais pas non plus au point de le connaître par cœur. Donc du coup, ça a aidé. Et voilà. Mais ouais, c'est quand même cool de se dire qu'on va pouvoir un peu retourner à nos anciennes bases. Une série qu'on a quand même abandonnée pendant 1 an. Voilà. donc, je pense que il y a le moment de dire des phrases que j'ai pas dit depuis longtemps et qui me manquent. Mettez un commentaire, un like, activez la cloche, partagez et à la prochaine, bonne nuit. Ouais.